participant bien sûr à la Ligue, dans ma section des études, mais aussi par rapport à mon métier en tant que citoyen, je voudrais vous faire le court exposé qui va suivre. Et disons que je ne me sens pas forcément l'expression de la noble, que les militants appellent eux-mêmes la vieille dame, qui est la Ligue des droits de l'homme, et dont la tradition, c'est le droit, effectivement, c'est l'action, etc. Juste un peu, donc ce avec quoi je voudrais vous dire, enfin, vous faire partager, d'une part, sur comment, en prenant ce titre, comment lutter contre les idées d'extrême droite, contre la xénophobie, etc. Donc quelques points qui viennent de mon travail en réalité. Donc je vais aller très vite et vous poserez les questions. Premier point, je pense qu'il ne faut pas mettre ensemble le fait, il faut bien comprendre qu'il y a à la fois, avec cette espèce de formation qui est, à appeler ça la xénophobie, il y a un ensemble, il y a un système de croyances, hein, la xénophobie, et parfois on rencontre quelqu'un, le voisin de palier, qui est d'extrême droite, et c'est un sujet, c'est un individu, c'est une personne. À mon avis, il faudrait un peu séparer ça, parce que du point de vue de la personne, même tout à l'heure on parlait du pauvre Zemmour, quand il y a un visage, une figure, quelqu'un, la fille Le Pen, etc., on voit bien qu'il y a une pathologie, il y a une présence, il y a même du romanesque, c'est compliqué. Et je pense qu'il faut, là, avec le voisin de palier, avec le supporter de foot, il faut à la fois respecter l'humain et se battre avec tout ce qu'il croit défendre. C'est une chose, c'est le dialogue, je vais vous dire le dialogue, la dispute citoyenne d'être vivant à être vivant, c'est ce qui est le plus important, c'est très important, c'est tout le temps. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, du point de vue de mon métier, donc on peut penser qu'il existe des systèmes de croyances qui changent, et il me semble que cette xénophobie, mettons l'ensemble des racismes, peut être très rapidement déconstruit selon quelques points. Premier point, ce sont des hypothèses, c'est à réfléchir entre nous. Mais pour le déconstruire, premier point, en général, les gens d'extrême droite pensent que être né, ça a un sens, être né quelque part, ça signe un lien entre l'être humain et la terre, sa terre, son village, son pays. Et ce lien perçu, donc c'est une croyance comme sacrée, veut dire que lui, il appartient à cette terre pour laquelle il peut mourir, n'est-ce pas? Et elle lui appartient. Et les gens d'extrême droite sautent, nous on est chez nous, on est chez nous. Et si vous voulez, l'idée d'être chez soi parce qu'on est né, on voit bien dans des cultures différentes les unes des autres, que la question de la naissance peut être interprétée comme une espèce de destin nécessaire. Je suis né là, donc je suis chez moi et c'est ma terre. Et ça, c'est une première chose. On peut penser, d'abord, nous sommes tous des nomades, nous sommes tous, anthropologiquement, depuis 200 000 ans, nous sommes beaucoup plus nomades que nous n'avons été sédentarisés. Et donc, que le fait d'être né, et c'est un deuxième système de croyance, mais que peut-être il faut bien défendre, c'est un hasard. Être né ici, ou être né là. Et quand on est né du mauvais côté, si on pense à la contingence de la naissance, et qu'être né ici, dans telle famille, dans tel endroit, ou être né là, dans ce désert, dans cette guerre, c'est un hasard. Si on pense ça, on s'aperçoit que ça nous met en face de toute l'injustice basique de la société qu'être né dans les endroits pauvres, dans les favelas, sous le fascisme, dans le nord-est du Brésil, pendant le fascisme, être né en Syrie actuellement, être né, etc. C'est un hasard. Et donc, vous voyez cette pensée, qui a été un peu la pensée de Lumière, mais qui attribue à la naissance, selon qu'on attribue à la naissance, une valeur sacrée d'être né ici et identificatoire entre le sujet et la terre, sa terre, le lieu de sa naissance, l'arbre de sa filiation, ou bien penser, et sa classe sociale, et son sang bleu, ou que sais-je, ou penser que la naissance est quelque chose de contingent et d'aléatoire, entraîne des regards sur autrui, sur l'être humain, de façon un peu mécanique, et c'est ça la culture en réalité, c'est les mécanismes qui nous emmènent à penser quelque chose sans vraiment qu'on les choisisse. Extrêmement différent. Donc la question de la naissance, il faut réfléchir à ça. Deuxième point, le premier-né, la question d'être le premier. Beaucoup de codes juridiques, de mœurs s'accordent à l'aîné, des droits, etc. Être le premier. Comme si l'antériorité, dans un village, dans un quartier, dans une maison, dans un pays, etc., nous sommes les premiers. L'idée de l'autochtonie, l'arbre de la filiation qui plante ses racines dans le sol, comme si on était né. On est né de quoi? Vous voyez, voilà, un jour de la terre surgit l'ethnie, cette espèce d'imaginaire ethnique qui lie la terre à un groupe.
Et donc, le fait d'être arrivé en premier, cette idée qu'on est les premiers, qui pousse ces pays totalitaires et fascistes à reconstruire l'histoire pour dire qu'eux étaient les premiers. Et on a très bien vu ça dans les guerres en ex-Yougoslavie, dans d'autres guerres. Et donc, si vous voulez, cette espèce de rapport miteux, cette idée d'être le premier, c'est très intéressant et ça fonde aussi cette puissance de séduction des idées d'extrême droite, que les nouveaux arrivants, ceux qui arrivent, ils veulent quelque chose. Ils sont comme ce sont des étrangers. Alors, bon, il peut y avoir des lois d'hospitalité, on le traite bien, on le regarde un peu de travers, mais on peut bien le traiter. S'il est tout seul et riche, et un touriste, des millions de touristes circulent dans la planète actuellement, mais ils sont riches. Mais le nouvel arrivant menaçant qui arrive un peu par hasard, le Rome, le gitan, le romanichel, le sédentaire, etc., il est vu de travers à peu près dans tous les endroits qu'il traverse. Parce que le fait d'être nouvel arrivant représente une espèce de menace. Et surtout un vol comme si le nouvel arrivant volait l'air qu'on respire, volait un peu du lien sacré entre nous, on est chez nous, et le chez nous. Voilà. Quelque chose d'archaïque et qu'il faut penser pour mieux le comprendre et le déconstruire. Troisième, donc le nouvel arrivant, je vous signale, petite chose, au XVIIIe siècle, quand on a voulu numéroter les rues de Paris, il y avait un numéro 1, un numéro 2, et personne ne voulait être numéro 2. Parce qu'il y avait le système de croyance que être numéro 2, c'était une hiérarchie de valeurs, et c'était être déjà un crétin et l'objet des mépris. Donc vous voyez, il y a des croyances qui tombent en désuétude. Maintenant, les gens qui habitent 2 rues machin chouette ne pensent pas qu'ils sont méprisés par les gens qui habitent le numéro 1. Je vous dis ça parce que il faut voir ce que c'est que cette question du premier, être le premier né, être le premier arrivé, c'est une croyance. Alors, et c'est très fort, c'est frappant, moi je vois dans les meetings du FN, l'euphorie du on est chez nous en sautant. Et si vous pensez le sens politique de on est chez nous, égale peanuts, c'est zéro. Mais cette euphorie, vous voyez, il y a un lien entre l'euphorie de on est chez nous avec une espèce d'extase et le degré zéro de la sémiologie du sens de on est chez nous. Alors, t'es chez toi, et quoi? C'est zéro, le degré zéro politique lié à le degré maximum de séduction. Donc il faut penser ces choses-là. Troisième point, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais enfin je suis contente de vous restituer un peu de mon boulot. L'affiliation homme-femme, cette idée, ce système de croyance, là je me pense à ma prof merveilleuse Françoise Héritier, ce système de croyance qu'on retrouve dans des cultures très différentes, qui fait qu'on attribue à l'enfant toujours un fils imaginaire, que la fille descend de son père, c'est-à-dire le fils descend toujours plus de son père que la fille ne descend de sa mère. Ça veut dire que le lien père-fils, dans des cultures différentes, d'où le charme de l'arbre généalogique est beaucoup plus fort dans les identifications de filiation, ça veut dire que la sexualité féminine, qui peut perturber ce lien père-fils, va être stigmatisée, les adultères féminins beaucoup plus, dans beaucoup de cas de figures différentes, beaucoup plus, punis à la fois par les mœurs, à la fois par le droit, que la sexualité illégitime masculine. Et là, je vais très très vite, mais c'est pour vous faire comprendre que la question homme-femme est au centre du système de croyance qu'on va appeler facilement extrême droite, mais il faudrait évidemment mieux le définir. Et que la question, les femmes ne sont pas un cas particulier dans les populations stigmatisées par les racismes, mais les femmes sont au cœur du système de construction qui attribue à l'homme, au père, la puissance identificatoire, une emphase sur la paternité, du coup une perception collective d'un danger venu des sexualités ou de la sexualité illégitime, qui, échappant à la filiation légitime dans une société, c'est-à-dire le mariage, met en danger la transmission. Imaginairement, c'est une croyance. Vous l'avez compris. Et donc, si vous voulez, les femmes, la sexualité illégitime des femmes, le tabou de la virginité, qui est quelque chose qui est tombé dans nos sociétés, il faut quand même le reconnaître, mais qui était au cœur aussi de ce système, la haine des sexualités différentes, donc de l'homosexualité, et on se retrouve, si vous voulez, dans ce système qui va, à chaque époque, on dessine un ennemi, et la pensée d'extrême droite, xénophobe, trouvons le mot, dessine ces ennemis différents, les sexualités différentes, alors là on brûle, on tue, on massacre, etc. Les êtres différents, couteau dans le dos, on tue, etc. Et par contre, en face sur l'homme, son honneur, et mécaniquement en phase et valeur de la violence, l'usage de la violence toujours masculinisée, c'est pas les femmes douces,
En face, sur la maternité, souvenez-vous du fascisme italien, les mères, les femmes, la maternité légitime pour le fils. Évidemment, quand elle est enceinte, c'est toujours un fils imaginaire. En phase sur la femme en tant que mère, mais elle est douce, etc. Mais en phase culturelle très forte sur la valeur de la violence masculine qui tient à son honneur. Ça, c'est un homme. Lui est vindicatoire, il venge, il lave les affronts. Et on voit, ne croyez pas que ce sont des choses désuètes, même si ça n'est pas vraiment au cœur de l'extrême droite, ça en nourrit la séduction. Dans les grandes BD pour adolescents, les films d'aventure, le violent qui se tait, qui lave son honneur, qui tue, c'est une structure de la virilité, si vous voulez, qui va dans le sens de l'extrême droite, qu'on le veuille ou non. Et donc tout cet ensemble, on pourrait continuer, si vous voulez, à prendre des points, à détricoter. Mais je voudrais juste des mécanismes. Il se trouve qu'il y a un constat qu'ont fait les historiens, les populations les plus stigmatisées dans un pays donné, mettons, les Roms, les esclaves pour des périodes antérieures, les femmes. À partir du moment où ce stigmate devient institutionnel et qu'il est frappé d'impunité jamais nommé, par exemple pour les esclaves, eh bien, ou plutôt, je ne sais pas, les lépreux, ou ce qui aurait pu arriver aux malades du sida si on avait laissé faire le Front National, on avait laissé gérer le Front National, faire des sidatoriums et compagnie. Donc ces populations qui sont en général en position de grande vulnérabilité, précarité sur tous les niveaux, sont de plus en plus détestées. C'est-à-dire que ce qui va dans le sens du mécanisme social, c'est les quartiers riches qui brûlent les endroits où il y aurait quelques SDF qui seraient logés. C'est la haine, si vous voulez, l'impunité fabrique de la haine croissante des populations déjà qui sont en situation d'être stigmatisées. Et on ne comprend pas aux États-Unis pourquoi à la fois il y a eu le mouvement noir, à la fois Malcolm X, etc., et à la fois ils tuent sans cesse. Vous voyez, la question de la haine de celui envers lequel on a peut-être des torts, c'est-à-dire celui qui est dominé, hein, une voix comme ça qui est pauvre et mendiant, cette haine-là, c'est une énigme. La culture n'arrive pas. Peut-être seule la culture avec des biographies. Et cette haine est une énigme, et c'est pas parce que vous avez une strate culturelle avec des films, une histoire du droit, etc., qu'on aurait dû arriver après la dernière guerre à éliminer tous les racismes, antisémitisme, xénophobie, etc. Non seulement on n'y arrive pas, mais 70 ans après, ça flambe à nouveau. Alors je voulais vous dire aussi, chose très importante, le rôle du religieux, non pas une religion, mais quand le religieux s'occupe de la sexualité des femmes, de la définition des valeurs, si vous voulez, ce coefficient de sacré qui vient donner un sens au choix humain et aux croyances humaines, alors fait flamber les possibilités de violence, vous voyez. Donc là, le religieux, qui sert parfois à dire qu'il faut être gentil et tendre l'autre joue, en réalité, d'un autre côté, vous le voyez à l'œuvre dans tous les génocides, au Rwanda, les catholiques, en ex-Yougoslavie, les orthodoxes, et oui, voilà, et parfois, oui, bon, voilà, et d'autres ailleurs. Et pour l'islam terroriste d'ailleurs. Alors, tout ça pour dire que, à mon sens, il est très important de décrire ce à quoi on a affaire pour éviter, j'étais très sensible à ce qu'a dit notre ami belge, cette question de la contamination. Moi je suis tout à fait d'accord que le danger de l'extrême droite ne vient pas des clowns, cette famille Le Pen, la nièce, le père, des clowns qui vocifèrent, c'est très dangereux, 30% c'est déjà très grave, mais surtout de la contamination dans la droite républicaine normale, à la fois par les mots et à la fois par les regards et dans les débats. Donc je voulais vous dire, ne méprisons pas les débats, la dispute, c'est accepter de prendre l'argument d'autrui là où il me met le plus en péril, là où il est excellent. C'est ça un vrai débat. C'est pas trouver la faille et canarder, c'est pas tuer l'autre, c'est pas lui cracher à la figure ou l'empêcher de parler, c'est le prendre son argument et il est le plus fort. C'est pour ça qu'il faut bien analyser la séduction formidable de cette matrice de signification que j'ai appelée les pensées d'extrême droite ou la xénophobie, etc. Et donc l'idée de la dispute, c'est quelque chose qui est central. Il faut que vous acceptiez de sans cesse débattre sur le fond, sans cesse sur le fond. Et parce que, donc, je voulais juste, oui, conclure sur la dispute et la contamination, parce que je crois que c'est vraiment à chaque pas, et cas par cas, et ne pas attendre les médias et tout ça, qu'on empêche cette contamination de la séduction des idées d'extrême droite. Et là, je m'arrête et je n'ai pas le temps de donner des exemples. Mais c'est